Bonjour. Alors, vous êtes sûrement très surpris de me voir sur l'écran, alors que normalement, j'aurais dû être assis parmi vous au Hilton à Laval pour vous présenter une petite conférence qui s'appelle L'accompagnement des nouveaux enseignants, réalité indissociable de la réussite. Malheureusement, j'ai dû subir une petite chirurgie il y a 2 jours, mercredi le 19, ce qui m'empêche d'être présent parmi vous aujourd'hui. J'aurais effectivement souhaité être parmi vous, puisque depuis le début de ma carrière, je pense avoir mis beaucoup d'énergie à l'accompagnement des nouveaux enseignants et à l'accompagnement des stagiaires en éducation. Bien sûr, c'est avec regret que je ne suis pas parmi vous. Maintenant, nous avons essayé de trouver une solution pour combler ma présence et compte tenu qu'il y avait un bon nombre de personnes qui étaient inscrites à cet atelier, plutôt que de l'annuler et de vous réorienter vers d'autres ateliers, nous avons convenu d'essayer de vous faire une présentation par vidéo. Bien sûr, ce n'est jamais aussi chaleureux, mais la technologie nous permet quand même de pallier à la situation. Le contenu de l'atelier s'adresse principalement aux nouveaux enseignants et je vous dirais en partie aussi aux directions d'école. Si j'avais été présent, j'aurais essayé de savoir d'ici dans l'atelier combien y a-t-il de nouveaux enseignants, combien y a-t-il de membres à la direction. Alors, comme je ne suis pas parmi vous pour le vérifier, nous allons essayer d'apporter les 2 éléments au niveau du plan de réussite des enseignants. L'ensemble des éléments que nous allons traiter ce matin origine d'expériences vécues. Alors, à partir de faits et de situations, nous allons faire le lien sur un modèle que nous avons mis en place au départ à l'école Victor Doré et par la suite dans les services scolaires en milieu hospitalier. Alors, je mentionne toujours en début d'année aux nouveaux enseignants qui arrivent dans nos milieux qu'ils sont des marqueurs. Alors, si on regarde la décoration qu'on s'est donnée, c'est un peu comme, je regarde la chaise qui est une création de notre bibliotechnicien. Un zèbre a des marques sur le dos qui lui sont très personnelles. Les enseignants ou les futurs enseignants auront un rôle de marqueur à jouer dans la société. Et l'importance de ce rôle-là, il nous est souvent inconnu. On réalise souvent, longtemps après, l'importance qu'on a eue pour un enfant, pour un jeune dans nos milieux. Et je pars d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, où lors d'une rencontre d'un 60e anniversaire dans une école où j'avais enseigné, je m'attendais à recevoir un paquet d'anciens élèves qui viendraient me souligner avec plaisir, 15 ans après, le bonheur qu'ils avaient de me retrouver, sans être trop prétentieux. Et à ce moment-là, lors de la soirée, il y a une jeune fille qui vient me voir, que je ne reconnais pas. Et elle me dit « Bonjour, est-ce que vous me reconnaissez? » J'ai dit « Non, je ne me souviens pas de vous. Est-ce que vous avez déjà été dans ma classe? » Elle me dit « Non. » Alors, je dis « Bon, elle n'a jamais été dans ma classe. » Elle me dit « Je suis Beauzieux. » Alors, je suis Beauzieux. Mais qui était Beauzieux 15 ans plus tard? Je ne me souvenais pas sur le coup de cet événement qui avait pu lui rappeler, en tout cas, l'importance que cette situation avait pour elle. Et finalement, bon, après quelques questions, je réalisais combien c'était important pour elle que je trouve la réponse. Alors, j'ai fait comme un retour dans mon passé pour essayer de me rappeler est-ce que j'avais à cette époque-là appelé quelqu'un Beauzieux. Et je me suis souvenu d'une jeune fille qu'à chaque récréation venait me donner la main dans la cour. Et comme elle n'avait jamais été dans ma classe et que je ne connaissais pas son nom, je l'avais surnommée Beauzieux. Et elle me dit à ce moment-là, vous savez, elle dit ce soir, vous êtes la personne la plus importante que je voulais rencontrer. Tout simplement parce que quand j'étais dans les classes, dans mon primaire, j'étais pas une enfant qui était particulièrement brillante, dans les meilleures de la classe. J'étais pas non plus dans les moins bonnes. J'étais au milieu. Et comme j'étais au milieu, j'ai passé mon primaire à peu près à passer inaperçu. Et le fait que vous m'aviez appelé Beauzieux, que vous ayez mis de l'importance sur moi durant toutes ces périodes de récréation, puis ça a duré, je me souviens, de très longs moments, de très longs mois. Ça a été pour elle un événement marquant. Alors, vous savez, quand on va à une soirée comme ça, un 60e anniversaire, on espère revoir ses anciens élèves, on n'imagine pas que ce petit détail ait pu avoir autant d'importance chez un enfant. Et les nouveaux enseignants qui entrent dans la formation, je leur dis toujours, vous allez être des marqueurs
Et parce que vous allez être des marqueurs, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ou bien vous allez marquer un enfant positivement, ou bien vous allez le marquer négativement. Alors, gardez toujours en tête que ce que vous allez faire, c'est extrêmement important et vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir chez un enfant. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le contenu de façon plus pointue qui a été développé dans nos deux établissements. Je vais partir de 3 expériences vécues avec 3 jeunes enseignantes qui avaient débuté, certaines à Victor-Dorier, d'autres à l'école, dans le service scolaire en milieu hospitalier. 3 jeunes enseignantes qui étaient en début de formation ou une en stage à ce moment-là. Alors, permettez-moi de vous présenter notre joli mannequin qui va représenter nos 3 jeunes enseignantes. Alors, la première s'appelait Josée, la deuxième s'appelait Katia et la troisième s'appelait Brigitte. Je dis s'appelait, mais en fait, ils s'appellent toujours. Mais ils sont maintenant dans d'autres écoles, sauf la troisième, Brigitte, qui enseigne, qui a la chance d'enseigner maintenant et que j'ai la chance d'avoir dans mon établissement. La première s'appelait Josée. J'étais à ce moment-là directeur adjoint à l'école Victor-Dorier. Et un matin, on frappe à ma porte de bureau et c'est une jeune enseignante qui arrive, qui m'annonce qu'elle est disponible pour en enseigner. Elle a terminé sa formation à l'Université du Québec. Et elle me demande si j'ai quelque chose pour elle, qu'elle est à même de pouvoir faire de la formation, d'enseignement. Alors, j'ai dit, bien, effectivement, tu tombes bien. Justement, j'ai un poste de libre ce matin. Alors, c'est pour la journée. Alors, si tu es disponible, je t'affecte tout de suite pour une journée en remplacement. Ce poste-là, finalement, s'est prolongé et elle a fait à peu près 1 mois dans ce poste-là. 2 heures après, à la fin de l'avant-midi, je reçois un des élèves de cette classe-là qui arrive à mon bureau, qui me dit avec un beau petit papier, « Bonjour, Monsieur Martin, je vous envoie Jean-François, il n'est pas tenable en classe. » Bon, alors je dis, ça commence bien pour une première journée. Alors, je regarde Jean-François et au dîner, je vais voir Josée. Je lui dis, écoute, est-ce que tu réalises que je suis le bout de ligne? On fait quoi maintenant? Si demain, ça ne fonctionne pas, est-ce que je l'envoie chez le directeur général de la commission scolaire? Parce que après le directeur d'école, on monte dans la structure. Et comme on est déjà au bout de ligne, ben, on n'a plus grand marge de manœuvre. Alors, on avait ici un problème de gradation des interventions avec un jeune. Et pour ce prof-là, eh bien, c'était clair que la connaissance de ce type d'intervention, c'était pas en tout cas assimilé. Et elle passait directement là, au problème, elle transmettait directement le problème à la direction. La deuxième candidate s'appelait Katia. Alors, Katia était une fille extrêmement brillante qui est arrivée à Victor-Dorier. Et lorsqu'elle est arrivée, elle était tout à fait illuminée, je vous dirais, plein d'énergie. On sentait là, sa présence là, dans l'école après 2 jours, 3 jours. Et puis 2 semaines plus tard, alors que je circulais dans le corridor, je revois Katia. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais l'impression qu'elle était devenue complètement éteinte. Alors, cette jeune fille qui était tout à fait dynamique, tout à fait enjouée de se retrouver dans notre milieu scolaire, avait perdu, je vous dirais, l'étincelle qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée. Alors, je lui annonce que, écoute, bonjour Katia, j'apprécierais de voir à la fin de journée à mon bureau. J'aimerais ça qu'on jase un peu de ton stage, puis voir comment ça va. Alors, Katia arrive à mon bureau vers 3 heures. Elle s'assoit dans une chaise et là, je lui demande, puis comment ça va ton stage? Et là, j'ai droit à une crise de larmes complètement défaite. Et elle me dit, et je pense que j'oublierai jamais cette phrase-là, elle me dit, moi, on m'a montré enseigner avec des enfants du régulier, des enfants qui suivaient des programmes académiques normaux. Je me retrouve en déficience profonde, et je suis incapable de me trouver un objectif à travailler avec ces jeunes-là. Alors, deuxième problématique, on reçoit une formation à l'université, mais c'est pas parce qu'on reçoit une formation qu'on peut automatiquement la transférer à l'ensemble des clientèles que l'on peut retrouver dans nos écoles. Notre troisième expérience, c'est une jeune fille qui s'appelait Brigitte. Brigitte avait fait un stage à l'école Victor-Dorier, un stage d'à peu près 2 mois, 3 mois, et un stage qui avait très, très bien fonctionné. Une personne qui était très intéressée, une très belle relation avec les élèves. Et l'année suivante, bon, j'ai passé le Victor-Dorier au service scolaire en milieu hospitalier. Et ça donne à peu près 1 année après, j'appelle la personne au regroupement qui s'occupe des postes de remplacement. Et je lui demande de me référer une personne. J'ai besoin d'un prof pour une maternelle en psychiatrie
pour l'année en remplacement d'un congé de maternité. Alors, la personne en question, qui s'appelait Solange, me dit, écoute, j'ai 5 candidates, je te recommande pas la 5e, ça a l'air que ça a été l'enfer dans son école, elle n'est pas adéquate, puis bon, alors je lui demande de me mentionner les 5 personnes. Elle me les mentionne, et la 5e se trouve à être la stagiaire que j'avais eue un an plus tôt à Victor-Dorion. Alors, je lui dis, écoute, j'aime bien travailler avec ce que je connais Brigitte, donc je prends Brigitte. Alors, c'est sûr qu'elle était un peu étonnée, mais j'avais l'impression que je savais très bien dans quoi je m'embarquais. Alors, j'ai pris Brigitte, et finalement, elle s'est retrouvée à mon bureau le lendemain, puis je lui ai demandé ma première question. Mais veux-tu bien me dire ce qui a bien pu t'arriver pour être passé d'une stagiaire de haut niveau à une enseignante, je dirais presque de bas de gamme, parce que l'échec qu'on m'avait transmis était à ce point important que même le directeur de son regroupement ne la voulait plus dans ses écoles. Alors, elle m'a signifié qu'elle avait eu un groupe très difficile, qu'elle avait remplacé une enseignante en début d'année, un mois après le début de la rentrée. L'enseignante était partie en burn-out. Elle n'a jamais été capable de reprendre la classe en main. Elle a fait des demandes de support. On lui a envoyé un psychologue 30 minutes et ça n'a pas été suffisant là, pour la réorienter, pour l'aider à reprendre sa classe en main. Alors, troisième situation où on a une enseignante qui a eu des difficultés avec la gestion de classe, comment partir un groupe en début d'année, même si on n'était pas en début d'année, comment repartir le groupe, quoi faire avec des problèmes de comportement. Elle me mentionnait que des activités qu'elle avait fait en stage qui fonctionnaient bien sur papier, lorsqu'elle arrivait dans la classe, certaines situations faisaient en sorte que on ne réussissait pas à arriver au bout de son activité parce qu'il y avait un paquet de situations de troubles de comportement qui désorganisaient l'ensemble de sa classe. Alors, à partir de cette troisième situation. Donc, on a 3 situations très hétérogènes. On a 3 personnes qui ont vécu des difficultés. Et à partir de ces difficultés-là, maintenant, qu'est-ce que nous, on a fait comme direction? Alors, à partir des 3 situations que nous avons vécues, si on revient principalement à la dernière qui était Brigitte, c'est sûr que les 2 expériences précédentes nous ont permis de réaliser qu'il y avait une difficulté au niveau de l'intégration des jeunes enseignants. Cette difficulté-là, elle est reliée, bien sûr, à plusieurs facteurs. Bon, je pense qu'il y a, d'une part, il y a la formation universitaire, qui peut être à la fois inadéquate ou encore qui n'est pas tout à fait assimilée par les stagiaires, par les jeunes enseignants. Cette difficulté-là aussi est reliée à une autre réalité que l'on vit de plus en plus dans nos écoles. Lorsque j'ai commencé, moi, il y a plusieurs années, on avait à ce moment-là un noyau d'enseignants d'expérience et on intégrait 1, 2 personnes, 3 nouveaux enseignants avec dans un bassin des fois d'une trentaine d'enseignants d'expérience. Aujourd'hui, on a un peu inversé la réalité. On se retrouve dans des écoles, dans certaines écoles, avec une quinzaine de nouveaux enseignants, des fois avec 5, 6, 7 enseignants qui ont de l'expérience. Donc, les enseignants d'expérience qui servaient un peu je dirais, de mentor, qui servaient d'accompagnement, et même si ce n'était pas par des contacts, par des rencontres, simplement de les voir travailler, de voir leur expertise, de voir leur expérience, de voir comment ils animaient leur groupe, comment ils fonctionnaient en classe, c'était déjà une formation. Alors aujourd'hui, cette formation, elle est un peu sur le côté, puisqu'on a de moins en moins de personnes. Alors, on s'est questionné comme direction, et on s'est demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de mettre en place, minimalement, un encadrement pour permettre à ces jeunes enseignantes, finalement, de pouvoir bien fonctionner. Alors, on a imagé un peu cette formation par cette voiture. On a tout simplement décidé de mettre nos stagiaires en voiture et d'actualiser finalement avec eux un ensemble d'éléments qui permettaient de renforcer un peu leur formation. Je vous dirais que c'est, à prime abord, là, je ne suis pas convaincu que c'est le rôle d'une direction d'école de le faire. Par contre, on a décidé de le faire parce qu'on pense que quand les jeunes arrivent dans nos milieux, ils ont un bagage théorique, mais c'est dans l'application où on trouve des fois certaines difficultés. Et c'est aussi étonnant de voir comment ce bagage théorique-là, non seulement il n'est pas assimilé, mais souvent il n'est même pas très connu. Alors, quand on faisait des entrevues comme direction d'école pour, des fois, sélectionner de nouveaux enseignants, on posait un certain nombre de questions. Et des questions aussi simples que comment partir un groupe en début d'année. Les enseignants nous donnaient, un certain cadre, mais il y a énormément d'éléments qui étaient oubliés lors des entrevues. Ce qui ne veut pas dire que
dans le fond d'eux, ils ne l'ont pas déjà vu à l'université, mais c'était oublié, lorsque ça a été vu dans un cadre plus théorique, là, on était loin de la pratique. Et quand on arrive dans la pratique, on se rend compte que les éléments qui avaient été vus n'ont peut-être pas été assimilés, puis on a de la misère à les transposer dans le vécu quotidien. Alors, on a décidé de mettre en place une formation de 7 rencontres. Alors, chaque enseignant, stagiaire et nouveaux enseignants, cette année-là, à Sainte-Justine, lorsqu'on l'a mis en place la première année, nous avions 4 nouvelles enseignantes qui en étaient à leur première année. Alors, ces 4 enseignantes-là ont fait partie du premier bassin, si on veut, de formation. Et quand on regarde plusieurs années après, parce que ça a commencé il y a quand même plusieurs années, je vous dirais que encore aujourd'hui, ces enseignantes-là m'appellent et me disent, écoute, on a tellement créé un lien de confiance, on a tellement créé une relation de support que quand ils ont des points d'interrogation, quand ils ont des questionnements, ils ont tendance à me rappeler, même si souvent je ne suis plus leur directeur d'école. Alors, on a dégagé principalement 2 éléments, 2 thèmes, un qui est relié à la gestion de classe et l'autre qui est relié à l'acte pédagogique. Au niveau de la gestion de classe, on avait principalement 2 ateliers. Chaque atelier durait 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Ça s'est fait soit individuellement, c'est-à-dire qu'on rencontrait une enseignante individuellement, soit sur certains thèmes, on les rencontrait en groupe, parce que on avait besoin de peut-être davantage de facilité au niveau des échanges. Et ça permettait là, d'avoir un petit peu là, les idées de tout le monde, puis chacun pouvait s'approprier un peu l'idée de l'autre. Alors, les 2 premières rencontres étaient comment partir une classe en début d'année. Ça a été pour le premier thème qu'on a travaillé. Et dans ce thème, je pense que vous voyez actuellement sur l'écran les orientations, c'est-à-dire ce qu'on avait travaillé dans ce thème-là. Vous voyez un listing d'éléments qu'on avait identifiés, ou que la direction avait identifié à ce moment-là et qu'on présentait aux enseignants. C'est sûr que ces thèmes-là pouvaient être enrichis de d'autres éléments. C'était une base, on arrivait avec ça, et par la suite, en discutant avec les enseignants, les jeunes enseignants, on pouvait les enrichir. On retrouve dans ça un ensemble d'éléments qui sont des éléments de base quand on veut partir une classe en début d'année. Alors, ça a été le premier atelier, et ce thème-là s'est fait collectivement, c'est-à-dire qu'on l'a fait avec les 3 enseignantes en même temps. Et ça a été finalement très enrichissant. La première rencontre, qui était cédulée pour à peu près 1h15, a duré plus d'1 heure et 3 quarts. Et les gens ont vraiment amené là, beaucoup d'éléments. Et on a questionné chacun des éléments. C'est-à-dire, quand je parle de règles claires de fonctionnement, comment j'amène ça aux élèves? Est-ce que je les fais participer? Est-ce que je les fais pas participer? Bon, il y a eu un paquet de questionnements à ce moment-là. Et finalement, ça a été très bénéfique. Le deuxième point qu'on a traité, les cas problématiques. Alors, je fais référence ici, si vous vous souvenez, à Josée, qui était ma première stagiaire, ma première enseignante, c'est-à-dire débutante dans les 3, qui avait un problème au niveau de la gradation des interventions. Alors, on a vraiment, celle-là, on l'a fait individuellement, plutôt que de le faire collectivement, parce qu'on voulait mettre un peu plus d'emphase sur la gestion des cas problématiques. On sait dans les classes combien ça amène chez les nouveaux enseignants une certaine insécurité, combien ça amène des difficultés de gestion de classe. Alors, on a vraiment regardé la gradation des interventions. Alors, qu'est-ce que je fais avec un jeune qui pose des difficultés, mais pas uniquement qu'est-ce que je fais en termes de démarche, mais qu'est-ce que je peux faire comme personne pour aider à dédramatiser une situation, à désamorcer des situations tendues. Et ce que je vous donne, en fait, sur l'acétate, c'est une base, mais après ça, on a enrichi lors de nos rencontres, là, chacun des éléments. La capacité de désamorcer des situations tendues, je pense qu'on en a parlé, on a donné des suggestions, on a sorti entre autres l'humour, on a sorti un paquet d'éléments. Et je vous donne les grandes lignes. Ce que je vous donne, en fait, c'est les grands thèmes qu'on a discutés. Et par la suite, on les enrichit globalement. L'autre atelier qui était davantage relié ou les autres ateliers qui étaient davantage reliés à l'acte pédagogique. La gestion de classe, c'est une réalité. Il y a d'autres réalités qui sont davantage reliées à l'acte pédagogique, c'est-à-dire à comment moi je vais amener mes objectifs, comment je vais amener mon travail en classe, comment je vais préparer ma planification ce soir chez moi. Alors, on l'a divisé en 5 ateliers. Le premier, c'est que devez-vous prévoir dans la planification d'une activité d'enseignement. Alors, je ne suis pas en classe, je suis chez moi la veille, ou je ne suis pas en présence de mes élèves, mais je suis à l'école. Et là, je regarde qu'est-ce que je dois retrouver normalement dans une bonne planification. C'est sûr que c'est des grandes lignes. On a travaillé chacun de ces points
petit peu comme je vous le disais tantôt. Je vous les donne sommairement. L'objectif, là, c'est pas de les décortiquer aujourd'hui, c'est davantage de dire qu'est-ce qu'on a fait avec la problématique, comment on l'a amené et qu'est-ce qu'on a travaillé avec les enseignants. Alors, il y avait un point qui était sur que devez-vous prévoir dans la planification d'une activité d'enseignement. Le point suivant, c'était davantage, une fois que j'ai fait ma planification, comment en classe j'amène ma planification. Alors, j'ai organisé une activité à la maison le soir ou à l'école. Le lendemain, comment j'actualise finalement mon activité. Alors, on est allé avec le cadre de l'enseignement stratégique de Tardif et on retrouve là, les phases là, de l'enseignement stratégique, la phase de préparation, réalisation, intégration et on termine avec l'évaluation. Bien sûr, ces éléments-là sont des éléments qui sont généralement peu intégrés chez les enseignants qui terminent à l'université. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas vu. Je pense qu'ils l'ont vu, sommairement. Peut-être davantage à l'Université de Sherbrooke, comme M. Tardif enseigne à l'Université de Sherbrooke. On va peut-être un petit peu plus à fond à ce niveau-là. À l'Université du Québec, je vous dirais que c'est vu de façon plus sommaire et on le réalise davantage là, quand on parle de ces éléments-là. On a parlé, bien sûr, de la cinquième phase, qui est comment vérifier si les objectifs sont atteints. Alors, c'est toujours dans le cadre de l'enseignement stratégique. Par contre, on en a fait un point précis, on l'a sorti un peu du cadre de la première rencontre pour en faire un point plus pointu lors de la deuxième rencontre. Alors, on a parlé d'évaluation formative, évaluation formelle, instrumentée, non instrumentée. Quels sont les outils que je peux utiliser? On a mis sur la table certains outils, on a un peu donné un perfectionnement par rapport à l'ensemble de ces éléments-là. Et je vous dirais qu'à ce niveau-là, les enseignants qui arrivent sont très peu formés. Ils ne connaissent pas les outils qui existent. Ils savent plus ou moins comment les utiliser. Alors, ça a été juste ce point-là, on a travaillé par 2 rencontres parce qu'on s'est rendu compte qu'après une rencontre, c'était pas suffisant. Et on a même, après ça, donné de la formation sur différents tests qui peuvent être utilisés par les enseignants. On a aussi expliqué un point qui est important, qui est souvent oublié, c'est que quand je fais mon évaluation et que je réalise que l'évaluation n'est pas, que le résultat n'est pas le résultat attendu. Alors souvent, on est porté à dire, bon, ben à ce moment-là, c'est pas compliqué, les élèves n'ont pas compris la matière. Bon, mais ça, effectivement, ça peut être un point, mais il y en a un autre qui est important aussi. Est-ce que l'enseignant a donné une bonne explication de la matière? Alors, il est possible que les jeunes n'ont pas compris parce que tout simplement, ça a été mal expliqué. Alors, on a mis l'emphase, il y a une responsabilité qui appartient à l'élève, il y a une responsabilité qui appartient à l'enseignant. Alors, on a discuté un petit peu là, de ces éléments-là. Le dernier point, l'avant-dernier point, qui était la connaissance des programmes. Alors, bien sûr, avec la réforme, il y a des nouveaux programmes, il y a des domaines généraux de formation qui se sont ajoutés, il y a des domaines d'apprentissage, il y a des compétences transversales. Ça a été vu sommairement au niveau des universités, même si dernièrement, je vous dirais qu'on le voit davantage. Alors, c'est un élément là, sur lequel on a aussi beaucoup travaillé. On a parlé des savoirs et ce sont des éléments importants. Le dernier point qui était comment rédiger un rapport pédagogique. Comme on était dans un milieu hospitalier, c'est un élément extrêmement important de la tâche des enseignants, qui peut-être être moins important dans d'autres milieux. Mais chez nous, comme les jeunes passent 1 mois, 2 mois, 3 mois et s'en retournent dans leur école, on trouvait important là, de travailler cet élément-là. On l'a travaillé en groupe. Et comment on l'a travaillé? Là, je ne vous donne pas les éléments sur acétate, parce que d'une part, on l'a travaillé de façon un peu particulière. On est parti d'un prof qui est très expérimenté dans les milieux hospitaliers et on a sorti un rapport d'un enfant qui était là 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an, ce qui nous a donné 4 rapports. On a essayé de voir dans les 4 rapports quelle était la différence des contenus. Qu'est-ce qu'on devait retrouver dans un rapport? Il y a des éléments qui sont primaires. Alors, faire l'historique de la situation, les orientations, les difficultés que le jeune a posées en arrivant, les moyens qui ont été utilisés, les évaluations qui ont eu lieu. Alors, c'était des éléments qu'on devait retrouver dans chacun des rapports. Mais c'est sûr, quand j'ai un jeune qui était là 1 mois, puis un jeune qui était là 1 an, mon contenu est très différent. Et le rapport du jeune qui était là 1 an est beaucoup plus riche. Alors, c'est je vous dirais, le contenu qu'on a donné aux enseignants. Maintenant, ce contenu-là, on peut donner le meilleur contenu possible, mais il y a d'autres éléments qui sont importants à encadrer ou à arrimer à l'intérieur de ces contenus. Alors, je disais tantôt qu'il était extrêmement important d'accompagner la formation de d'autres éléments. Et ces autres éléments se situent beaucoup au niveau de la relation
de confiance qu'un directeur peut avoir avec ses jeunes enseignants. Il ne s'agit pas ici là, de juger l'échec, mais davantage d'accompagner les enseignants dans leurs difficultés quotidiennes. Faut pas penser qu'une personne qui sort de l'université est à même de desservir l'ensemble des clientèles, est à même d'avoir l'expérience et la connaissance pour assumer à peu près n'importe quel groupe qu'on peut lui donner. On sait très bien que les jeunes qui commencent ne sont pas toujours les groupes les plus faciles. Souvent, c'est les groupes les plus difficiles. Et à partir de ça, là, il est extrêmement important que la relation de confiance soit bien établie entre le jeune enseignant et sa direction. Je dis toujours, je ne suis pas là pour juger, mais pour accompagner. Et parce que je ne suis pas là pour juger, ce que je souhaite et ce que je leur demande finalement aux jeunes enseignants, c'est que dès qu'il y a une difficulté, de venir m'en parler. La porte du bureau du directeur doit toujours être ouverte. Il doit toujours être réceptive à ces difficultés-là. La difficulté qu'on rencontre souvent chez les jeunes, c'est qu'ils vont préférer ne rien dire et vivre avec leurs difficultés. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut, comme direction, s'approprier les difficultés qui sont vécues par les jeunes enseignants. Je vous dirais que quand un enseignant est en difficulté, et je dis toujours aux enseignants de mon milieu, c'est pas une difficulté qui appartient à l'enseignant, c'est une difficulté qui appartient à l'école. Lorsqu'un jeune présente un trouble de comportement dans une classe, c'est pas une difficulté qui appartient à l'enseignant, c'est une difficulté qui appartient à l'école. On a comme école une responsabilité par rapport à ce jeune-là. Et l'enseignant en a aussi une, qui est celle d'informer sa direction dès qu'il vit une difficulté. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Et ça, je leur dis, si ça se produit là, je serai fâché. Si un parent m'appelle pour me dire, écoute, mon enfant est dans ta classe, ça fait un mois que ça ne fonctionne pas, c'est le bordel, puis c'est complètement désorganisé, puis je ne l'ai pas su, eh bien, c'est sûr que là, je vais être un peu plus réactif. Alors, je préfère accompagner les jeunes dans leurs difficultés qu'en entendre parler après. Ces jeunes-là doivent se sentir à l'aise de venir échanger avec leur directeur. C'est pour ça qu'il est important de ne pas juger, mais qu'il est davantage important d'accompagner. Alors, il ne faut pas s'attendre avec des nouveaux enseignants, un petit peu comme le piano, là, quand on apprend à jouer du piano, qu'il n'y aura pas de fausses notes au début d'une carrière. Il va avoir des fausses notes. Et il y a de l'apprentissage à faire, il y a de l'apprentissage à expérimenter. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut vraiment accompagner. Je vais vous lire une petite carte que j'avais reçue de ma troisième candidate qui s'appelait Brigitte. Et à la fin de la conférence, on va vous lire un petit texte que Brigitte nous aurait écrit suite à... en fait, je lui ai demandé si elle l'acceptait de me donner sur papier un petit peu là, ce qu'elle avait vécu, qu'est-ce qu'elle avait retiré de son expérience. Et nous pourrons vous lire là, sa note à la fin de la conférence. Alors, il y a 2 ans, suite à son départ des services scolaires en milieu hospitalier, elle m'écrivait une petite carte, un petit mot pour vous dire que vous m'avez ouvert une grande porte. Votre support et votre confiance m'ont permis de remonter la pente qui m'avait vu tomber. Vous m'avez redonné la montagne qui m'avait vu tomber. Vous m'avez redonné confiance en moi. Je ne vous en dirai jamais trop merci. Brigitte, à ce moment-là, lorsqu'elle était en difficulté, s'est même demandé si elle ne devait pas carrément laisser l'enseignement. On est conscient au niveau des directions d'école, au niveau du gouvernement, qu'il y a un enseignant sur 5 qui quitte l'enseignement dans les 5 premières années de leur arrivée à l'enseignement. Alors, c'est vous dire que c'est 20% des jeunes qui arrivent à l'enseignement et qui prennent la décision de quitter parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Et des échecs comme celui qu'a vécu Brigitte auraient pu être un échec qui l'aurait amené à quitter l'enseignement. Et d'ailleurs, elle y avait pensé. Heureusement, on a pu recentrer son travail, on a pu recentrer sa formation, on a pu lui redonner confiance en elle. Et je pense que le mot confiance est un élément ici qui est extrêmement important. On doit travailler comme direction à redonner confiance aux jeunes qui sont en difficulté. C'est pas parce qu'ils vivent une difficulté une année que cette difficulté-là va perdurer pendant 30 ans. Et je pense qu'on est capable d'identifier les enseignants qui ont du potentiel, qui peuvent être en difficulté, mais je pense qu'il faut travailler ce potentiel-là et faire en sorte qu'ils puissent bien réussir leur expérience au niveau de l'enseignement. Alors, on nous demande de terminer en essayant de répondre à une question, la question suivante. Quelles conditions gagnantes pour une insertion réussie peut-on faire ressortir de vos travaux? Alors, je vous dirais là-dessus, j'ai beaucoup hésité en essayant de faire une espèce d'historique de tous les éléments que je vous ai fait part depuis le début de la conférence. Et puis finalement, j'ai fouillé dans mes archives. Je garde toujours
dans une enveloppe précieusement les commentaires que les enseignants me donnent, soit parce que j'ai quitté des milieux, soit tout simplement parce qu'ils avaient le goût de m'écrire un petit mot. Et j'ai essayé de retracer des petits mots qui étaient attachés à de jeunes enseignantes qui étaient en début de formation. Alors, finalement, les commentaires ou ce qu'on doit retenir, je vais leur laisser à eux le soin de les préciser. Alors, et je vais vous en lire quelques-uns. Merci pour ton écoute et ta compréhension. Alors, je pense que c'est un élément essentiel. Je vous disais, le directeur doit être présent et doit être très, très près de ses enseignants. Intégrité est un élément aussi qui a été mentionné à plusieurs reprises. C'est un beau don que d'être capable de voir les capacités d'une personne et de savoir les apprécier. Alors, je pense que c'est un élément qui est aussi important. Votre généreuse présence, par votre grand sens humain lorsqu'on parlait des enfants. Alors, être très près des jeunes, très près des enseignants lorsqu'on parle des enfants. Merci de m'avoir fait confiance. Alors ça, c'est un mot que je retrouve énormément souvent. La confiance. Je vis une difficulté, c'est pas parce que je vis une difficulté que je suis nécessairement une mauvaise enseignante. Merci de m'avoir toujours supporté au cours des années. Alors, intégrité et optimiste sont des éléments que je retrouve ici. Merci d'être un boss qui sait doser confiance et soutien. Alors, les enseignants doivent se sentir soutenus lors de difficultés. Ce sont aussi des éléments qui sont extrêmement importants. Tu savais écouter, encourager et comprendre. Et là, j'ai un élément qui est, je vous dirais, extrêmement important, l'écoute. Alors que les enseignants aient une place pour venir souvent dans notre bureau, nous dire ce qu'ils vivent, nous dire les difficultés qu'ils rencontrent. Il est difficile de voir partir un mentor. Ben, c'est sûr que c'est souvent, par la suite, quand j'ai accompagné des jeunes enseignants, c'est souvent l'image que l'on fait, là, j'avais l'impression que j'étais un peu leur mentor. Ton écoute et ton soutien. Je suis très privilégié de t'avoir eu comme parrain au début de ma carrière, et là, on mentionne l'écoute et le soutien. Je rajoute ici qui avaient confiance en leurs profs et qui les respectaient pleinement. Alors, vous avez un paquet de qualités. Ton sens de la justice, j'ai toujours eu confiance en toi. Alors, si vous regardez, le mot confiance est venu régulièrement. Le mot écoute est venu régulièrement. Leur laisser la place qu'ils ont besoin pour finalement échanger sur leurs difficultés, échanger sur les moyens qu'on peut leur apporter pour les aider quand ils vivent des difficultés, mais c'est aussi mettre en place un support qui n'est pas uniquement de la direction, un support qui est de l'école, direction adjointe, des confrères qui ont beaucoup d'expérience, je pense, identifier une personne pour accompagner ces jeunes-là. C'est sûr qu'il y en a de moins en moins, des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais je pense qu'on en a, dans chacune de nos écoles, on a des gens qui ressortent. Alors, est-ce qu'on peut les libérer? Est-ce qu'on peut leur donner des périodes pour accompagner ces jeunes-là? La direction étant prise avec un ensemble de problèmes, on n'a pas toujours le temps de mettre autant de temps que l'on voudrait, mais je pense qu'il est important d'identifier une personne qui va les accompagner. Alors, sur ce, je vais terminer ma conférence. Je ne sais pas si, en principe, si ma chirurgie a bien été il y a 2 jours. Je suis peut-être assis dans la salle en train de m'écouter et j'ose espérer que je vais aimer ce que je vais écouter. D'autant plus que ça s'est fait relativement très rapidement parce que j'ai su il y a quelques jours seulement là, que je ne pourrais pas être présent à la conférence. Alors peut-être que je suis assis parmi vous, et si c'est le cas, bien, je me ferai un plaisir de me lever et de vous saluer. Et si ce n'est pas le cas, nous allons terminer sur, je vous souhaite une belle carrière dans l'enseignement. Et aux directeurs d'école, je vous souhaite de les accompagner et de leur donner confiance en leurs capacités. Et je termine sur la note de Brigitte, qui était la 3e enseignante, qui va terminer cette conférence. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. Pas facile de se replonger dans nos petites histoires d'horreur. Cette histoire a pourtant bien commencé. J'ai décroché mon premier contrat en octobre, après l'obtention de mon diplôme. J'étais tellement fière d'avoir ma classe, sans avoir eu à faire trop de suppléants sur appel. Je me suis donc retrouvée dans une école de quartier, avec un groupe de jeunes ayant une déficience intellectuelle légère et des troubles associés, troubles de comportement, psychiatrie, ou d'immunité. Au début, tout allait bien. Les élèves collaboraient et travaillaient bien. Certes, j'étais confrontée à des petits écarts, à un élève qui tentait de prendre une place un peu trop grande, un autre qui n'osait pas prendre sa place, un qui tentait de devenir le chef, ou un autre qui éclatait dès qu'il était contrarié. Jusque-là,
J'assumais relativement bien ces écarts, pas trop excessifs. Une feuille de route, un petit mot dans l'agenda, une discussion suffisait à maintenir les choses dans un climat vivable pour tous. Je prenais de l'expérience et je sentais un certain support de la direction et de l'éducatrice. Puis, un nouvel élève arriva. Un seul élève de plus. Mais quel élève! Un petit caïd, haut comme 3 pommes. Jamais je n'avais été confrontée à la manipulation et à l'emprise négative qu'un enfant pouvait avoir sur un groupe. Lentement, sournoisement, un climat malsain s'est installé dans le groupe. Le manque d'expérience ainsi que la difficulté que j'avais à m'imposer ont fait que, peu à peu, je me suis enlisée, emportant avec moi tous les élèves qui n'allaient pas si mal, avant qu'un petit garçon de 10 ans ne dévoile mes faiblesses et enlève ma crédibilité. J'avais perdu le cap, je n'étais plus le capitaine. J'essayais, jour après jour, de redresser la barre, mais j'avais réagi trop tard. Au moment où j'aurais eu besoin d'un mentor, d'un modèle et de support, je n'ai trouvé personne. J'ai dérivé vers le large en n'ayant aucune bouée à laquelle m'agripper, aucun phare pour me guider. Cette histoire est allée loin. Outre le manque de support, une personne avait décidé de me nuire, de me faire payer pour mon manque d'expérience et ma difficulté à garder le contrôle de la situation. On s'est occupé de moi, mais pas de la bonne façon. Sans entrer dans les détails, on m'a mis beaucoup de pression et on m'a fait vivre un véritable enfer. Ce n'était pas suffisant. Alors, pourquoi ne pas partir une rumeur à l'effet que je molestais les enfants? Ce n'est pas juste moi, pas juste ce petit caïd, pas seulement le manque de support, mais bien l'amalgame de ces 3 facteurs qui m'ont fait perdre le contrôle du navire. Toujours est-il que j'ai fini l'année, les traits tirés, la confiance en moi à 0 et ayant de moi une image pas très reluisante. Avec le recul, je réalise combien je m'étais enfoncée dans cette aventure, cette première année sur le marché du travail. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas tout laissé tomber. Sûrement que ma grande confiance en la vie me disait que des jours meilleurs viendraient. Je ne voulais pas m'avouer vaincue. Même après plusieurs années, je trouve difficile de me replonger dans ces souvenirs. Ce n'est pas une facette de moi dont je suis fière. Je me suis montrée dans une grande vulnérabilité, incapable de gérer une classe d'enfants, incapable de gérer mes émotions. Puis revint septembre, alors qu'on m'appelle pour remplacer à l'hôpital Sainte-Justine en maternelle psychiatrie. J'y retrouve le directeur que j'avais rencontré lors d'un de mes stages à l'école Victor-Doré, M. Martin, qui déjà à l'époque avait l'habitude de rencontrer les futures enseignantes à quelques reprises afin de s'assurer que tout allait bien avec l'enseignante associée, les élèves ainsi que l'équipe en général. Finalement, l'enseignante que je remplaçais à la journée n'est pas revenue car elle attendait un enfant. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer M. Martin et de lui parler de l'expérience pas facile que j'avais vécue l'année précédente. Nous en avons parlé assez longuement. Il ne m'a pas jugée. Je crois qu'il s'est dit, elle, je vais l'aider à s'en sortir. Jour après jour, je me suis reconstruite. J'ai dû refaire les fondations et repartir sur de nouvelles bases. À chaque mois, je rencontrais l'architecte pour des supervisions pédagogiques. Nous parlions des élèves, de la gestion de classe et des trucs d'école. Je parlais aussi de moi. Un lien de confiance nécessaire à l'édification d'une charpente solide s'est établi avec cet homme. Je me suis réconciliée avec moi-même et avec ma profession. J'ai repris confiance en moi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus forte et je suis fière du boulot que j'ai fait avec les jeunes. J'ai fait appel à mes collègues et mes supérieurs pour m'aider ou me conseiller en cas de difficulté. Tout ça n'est pas venu avec mon diplôme universitaire. Ça s'est forgé avec le support inestimable de mon équipe de travail à l'époque de Sainte-Justine et aujourd'hui encore. En définitive, lorsqu'on sent que nos supérieurs et nos collègues ont confiance en nous, lorsqu'on sait qu'on peut leur parler et compter sur eux, je crois que c'est la recette pour avoir des enseignantes et des enseignants qui ont une charpente solide et une belle image d'eux-mêmes. Ça fait des gens sereins qui prennent un grand plaisir à travailler en équipe et qui ne se sentent jamais seuls dans la tempête.